Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du glyphosate. Et oui, c'est un produit que vous entendez souvent parler, qui est souvent incriminé. J'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos sur ce sujet-là. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que l'INRA, donc l'Institut National de Recherche Agronomique, fait des recherches sur ce produit-là. On se demande d'ailleurs un petit peu pourquoi, puisqu'il date de 1978. Donc si on avait eu des choses à trouver, c'est étonnant qu'on ne les ait pas encore trouvées aujourd'hui. En expliquant que le glyphosate aurait peut-être une incidence sur la reproduction, donc qui serait en fait reprotoxique comme on le dit. Alors ça c'est un petit peu fort de café si on y réfléchit. Pourquoi? Parce qu'en fait les produits sont passés à l'homologation régulièrement, tous les 5 ans, tous les 10 ans selon les catégories de produits. Et aujourd'hui le glyphosate est le produit entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le plus propre de notre local phytosanitaire, c'est-à-dire qu'il n'a aucune classification toxicologique. Il n'est pas indiqué comme cancérigène, il n'a pas de tête de mort pour dire qu'il est mutagène, reprotoxique. Il n'a pas d'incidence, si vous voulez, comme les autres produits, certains en tout cas, qui sont classés avec ces mentions-là. Ça veut dire que si il devait être cancérigène ou mutagène, je pense qu'on nous l'aurait dit déjà il y a un certain temps. Aujourd'hui, il n'y a qu'une ou deux agences qui ont indiqué qu'il était cancérigène probable, mais comme le café, comme la nicotine. Et ce qui pose problème, c'est ce débat sur cette molécule symbolique. Alors soit on arrête l'hypocrisie et on dit on stoppe complètement les produits phytosanitaires parce qu'ils sont tous dangereux, mais on peut rajouter aussi les produits qu'on appelle aujourd'hui de biocontrôle, donc qui sont des produits d'origine plus ou moins naturelle et qui viendraient tranquillement remplacer à terme les produits phytosanitaires, sauf que déjà d'une, on n'en est pas assez pourvu, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché, même s'il en sort régulièrement, mais qui sont plus ou moins des copies des uns des autres, qu'on revient à des molécules qui ont plus de 50 ans pour certaines, et qui, si ils ont été arrêtés au niveau usage, c'est qu'elles n'étaient pas performantes. Et nous qui faisons des essais régulièrement, on peut aujourd'hui dire qu'à part un ou deux biocontrôles qui frissonnent vers un intérêt presque équivalent à des produits phytosanitaires, on n'a pas vraiment aujourd'hui de réponse sur les insectes par exemple, on n'a pas vraiment de réponse tangible sur les maladies. Et certains produits qui sont même utilisés ont des impacts au moins, et je vais être modéré, aussi négatifs que les produits phytosanitaires. Alors maintenant, j'aimerais enlever une idée reçue. Par exemple, ce champ-là, vous savez, c'est le champ que je vous ai montré, que j'ai broyé et qui était en couverts végétaux. Donc on fait des couverts végétaux entre les cultures, notamment pour casser le cycle d'assolement. C'est-à-dire l'assolement, c'est la succession des cultures que l'on fait. Mais aussi casser le cycle des mauvaises herbes qui s'installent, à répéter du blé, à répéter de l'orge, à répéter du maïs. On a un peu des herbes qui viennent s'installer et qui nous demandent soit l'usage de produits phytosanitaires, donc comme je le disais, plus dangereux, beaucoup plus cher que le glyphosate, et qui parfois n'ont même pas l'efficacité du glyphosate, soit si on est en agriculture biologique, on va devoir travailler le sol par des outils superficiels pour essayer d'arracher régulièrement ces mauvaises herbes. Donc en fait, on va passer plusieurs fois dans le champ, avec le temps qu'il faut y passer, le carburant, le fait qu'on a un impact sur le sol, puisque si beaucoup d'agriculteurs font ce qui est fait ici, c'est-à-dire essayer de ne pas toucher la terre, c'est pas que pour des raisons économiques. C'est avant tout parce que le premier constat d'impact sur le sol, c'est le travail du sol. Le retournement, la perte en carbone, la dilution de la matière organique, l'impact sur l'architecture naturelle du sol, la disparition quasiment des champignons, et je l'observe assez pour faire des profils depuis plus de 20 ans dans beaucoup de régions en France pour pouvoir l'affirmer. Aujourd'hui, pour moi, le problème numéro 1, en gros, c'est le travail du sol. Ça ne veut pas dire que de ne pas toucher le sol va tout de suite aller mieux. Mais en tout cas, c'est le premier impact. Et pourtant, les gens qui font ça sont comme moi ici, ont utilisé du glyphosate. Et je peux vous montrer que le sol, il ne souffre pas. D'accord? Si on voit les terricules, etc., vous voyez, le sol, je n'ai jamais vu, moi, sur le terrain, d'impact négatif du glyphosate. La seule chose que j'ai pu observer, c'est que le glyphosate peut avoir tendance à vitrifier les pailles, c'est-à-dire qu'il va empêcher les bactéries et les champignons par la même occasion, pendant un certain temps en tout cas, d'attaquer les pailles. Ça, je l'ai observé sur le terrain. Mais le premier impact pour moi sur le sol, c'est le travail du sol. Le deuxième impact, qui est sous-estimé, mais alors de manière vraiment importante, c'est les engrais. Les engrais tombent directement sur la peau du sol. Et évidemment, ils ont un impact bien plus important. Et quand on voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs, les saloperies, pardonnez-moi, qui sont vendues sur le terrain, les sous-produits de l'industrie, qui ont toujours été fourgués à l'agriculture depuis des années, que ce soit il y a 30 ou 40 ans, les scories, qui étaient des déchets de sidérurgie, mais aujourd'hui on a les formaldéhydes qui sont mis dans des engrais pour limiter la minéralisation, etc., etc. Bref, c'est vraiment, on se fout un petit peu du monde. Alors pour en revenir à notre glyphosate, moi j'ai du mal à comprendre qu'avec toutes les impasses techniques que subissent les agriculteurs, l'INRA passe du temps et certainement de l'argent
pour essayer de démontrer à tout prix que cette molécule symbolique pose un problème. Pour moi, tant qu'on n'a pas de solution de remplacement, on la met un petit peu en veilleuse, parce que ce produit-là, en France, il n'est pas utilisé sur des cultures alimentaires, ça c'est clair. C'est une espèce de fantasme qui tourne autour de ça. Le glyphosate détruit l'ensemble des herbes et des plantes, presque, hein, c'est pas le cas, il ne tue pas tout. Donc c'est aussi un problème, puisque parfois il y a des herbes que le glyphosate ne fait pas. Mais le glyphosate est un désherbant total, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas sélectif. Il tue l'ensemble des plantes présentes, sauf certaines qu'il n'arrive pas à tuer. Donc pour nous, agriculteurs, c'est très intéressant parce que notamment, il va avoir un impact sur les graminées. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de l'arrêt du glyphosate n'ont pas de réponse à donner aux agriculteurs pour se débarrasser des graminées. Autant les dicotylédones, c'est-à-dire d'autres familles de plantes, on va arriver à s'en débarrasser, avec des produits qui, alors là, sont loin d'être aussi propres. En tout cas, on va parler au passé, puisqu'a priori, le glyphosate ne serait pas si propre que ça. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalence. Et surtout, en termes de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un glyphosate, ça a déjà fortement augmenté. Mais admettons que ça coûte 5-6 € cette année, ce qui est le double de l'année dernière, à peu près. On en a même eu jusqu'à 10 €. Les désherbants qu'on va utiliser à la place, ça va être 20-25 €. Hein, donc on n'est pas du tout dans le même dossier économique. Par contre, de parler du glyphosate qui va se retrouver dans l'alimentation, etc., ça c'est un mensonge. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce qu'on ne met pas de glyphosate sur la culture en place. Jamais en France, en Europe, jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'OGM, donc d'organismes génétiquement modifiés, où le glyphosate est utilisé en remplacement des désherbants chers que je viens de vous expliquer, sur la culture directement. La culture a été modifiée génétiquement pour résister au glyphosate. Et dans ce cas-là, on va tuer les autres mauvaises herbes, ce qui, pour les agriculteurs, peut être un intérêt. On a vite vu qu'avec les années, c'en était pas un, puisque ils ont finalement créé des résistances, c'est-à-dire des plantes qui maintenant résistent au glyphosate, ce qui, heureusement chez nous, n'est que très ponctuel et souvent lié à des sous-dosages ou des mauvaises qualités d'application. Donc c'est quand même important de le rappeler. Aujourd'hui, le glyphosate permet l'agriculture de conservation qui, dans le bilan écologique, a bien plus d'intérêt que la suppression du glyphosate. Ou alors, tous les autres produits phytosanitaires, on les arrête. Et là, je ne vous raconte pas dans quelle impasse technique on est. Puisque si on va en agriculture biologique, aujourd'hui, regardez de nombreux sols, ils sont en moins bon état. Et ça, je le maintiens. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je l'ai observé sur le terrain. Ils sont souvent en moins bon état que des gens, et qui parfois étaient même en TCS avant de passer en agriculture biologique. Donc, ils étaient en agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé la charrue. Ils essayaient de respecter leur sol en le travaillant le moins possible. Par obligation, en passant en agriculture biologique, il y a une espèce d'idéologie qui leur dit tous les produits sont néfastes, etc. Donc à la place, ils utilisent du travail du sol. Pour certains fongicides, ils utilisent des produits de biocontrôle. Et nous, par exemple, dans les essais, on peut démontrer que les produits de biocontrôle ont aussi un impact sur la faune. Enfin, il y a plein de produits de biocontrôle qu'on a utilisés, des huiles d'orange, du cuivre, etc. On peut en faire une liste importante. Elle est ce qu'elle est, mais on a vu un impact sur les auxiliaires. Il y a moins d'auxiliaires dans les parcelles traitées en biocontrôle que dans le témoin non traité. Donc il y a bien un impact. Dire le contraire, ce serait mentir. Donc pourquoi mentir? Ce qu'il faut, c'est trouver des réponses. Il ne faut pas supprimer un produit si on n'a pas de réponse. Et la réponse, elle est fantasmée par beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc il est important de repréciser les choses. Aujourd'hui, le glyphosate n'est utilisé par les agriculteurs qu'entre 2 cultures, pas de manière systématique. Depuis l'année dernière, il est interdit pour les personnes qui labourent, ce qui semble logique. Faire un glyphosate comme ici, pour aller retourner la terre derrière, il n'y a quand même pas d'intérêt, puisqu'en retournant la terre, on va faire un désherbage. Ici, ça ne va pas être le cas. Ici, là, on a évité de travailler la terre, par exemple. Ça fait un mois que c'est comme ça. Les plantes sont encore présentes. Vous voyez, il y a une couverture physique. La structure qui a été faite depuis le mois d'août est préservée. On n'a pas fait s'échapper du CO2. On n'a pas perdu de l'humidité. Bref, on n'a que des intérêts techniques et écologiques. Et on va revenir semer directement dans le champ, ce qui sera bien plus positif pour la planète que les 2 litres de glyphosate qui ont pu être mis ici. Voilà, puisqu'il y avait certaines plantes qui nécessitaient ce litrage-là. Mais notamment les graminées que j'ai ici, que je cultive tout au long de l'année. Et que si je ne les détruis pas avec le glyphosate, je vais utiliser dans la culture d'après un produit qui, lui, a bien les indications comme quoi il est négatif, et je vais multiplier par 8 ou 10 le coût de mon désherbage. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique pour remplacer le glyphosate, et croyez-moi, s'il y en avait une, depuis 1978, on l'aurait trouvé. Donc si l'Europe interdit le glyphosate en se comparant à des pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, où ils mettent 8-10 litres de glyphosate, en France aujourd'hui il est limité à 3 litres hectare. 3 litres hectare, c'est franchement une belle dose. On est rarement à ces doses-là en agriculture aujourd'hui, les gens font attention. On ne traite pas pour se faire plaisir. Je donne l'exemple
des traitements contre les maladies. S'il n'y a pas de maladie, depuis 3-4 ans, les agriculteurs font un fongicide, au lieu d'en faire 3 ou 4 comme on le faisait des années normales. Donc ça n'est pas un plaisir d'aller mettre des produits dans les champs. Voilà, alors je vais en rester là. C'était juste pour recadrer les choses. Si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions ou de refaire une vidéo si c'est nécessaire. Mais il faut sortir du fantasme et parler des réalités. Hein, donc il y a beaucoup de faux draps faucons, mais à un moment, la réalité, c'est qu'il faut expliquer comment on utilise ce produit, qu'en aucun cas, il est plus nocif que les autres. Et surtout pour l'instant, avec la loi, la réglementation quand même qu'on subit en phyto, il n'y a rien indiqué sur le produit comme quoi il est finalement problématique. Mais chaque produit aujourd'hui est problématique. Surtout dans le pays au monde qui consomme le plus de médicaments. Venir donner des leçons aux agriculteurs qui utilisent des médicaments pour les plantes, en fin de compte, on ne le fait pas pour se faire plaisir. Par contre, il y a des choses à faire pour les diminuer. Respecter la loi Egalim, qui aujourd'hui n'est pas respectée, c'est-à-dire la séparation du conseil de la vente. Aujourd'hui, on est dans une vaste fumisterie sur le sujet. Interdire tous les flashs techniques, c'est-à-dire les agriculteurs reçoivent des avertissements agricoles pour leur dire il y a un insecte dans les parcelles, il faut aller traiter. La parcelle où il y a eu l'observation, elle est peut-être à 20 km, et ça pousse certains agriculteurs un petit peu passifs à aller traiter des insectes qui parfois ne sont pas présents dans leur parcelle. Il faut commencer par des choses toutes simples, avant de parler du glyphosate. Et puis je terminerai en vous disant que le glyphosate sur les abeilles, ça c'est du fantasme. Ça c'est du fantasme. Aujourd'hui, les abeilles, on sait très bien la source principale. On ne dit pas qu'il n'y a pas des cocktails de produits phytosanitaires qui ont sûrement un impact sur l'environnement global d'ailleurs, au-delà des abeilles. Par contre, un des départements agricoles, s'il en est, qui est la Marne, peut démontrer aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, une croissance continue de ces colonies, en tout cas pour les apiculteurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'idéologie que la nature fait tout. On a de nombreuses années eu des problèmes d'alimentation des abeilles. Les abeilles, ça se nourrit, ça s'entretient, c'est un élevage. Toutes les semaines, on va les voir. Voilà. Et avant de parler que c'est les autres qui tuent ces abeilles, on doit en être certain. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'interrogations. Les produits problématiques ont été retirés en France. D'ailleurs, on est les rares pays au monde, notamment en Europe, à avoir interdit certains produits qui pourtant ont un intérêt agronomique et technique pour les agriculteurs. Les agriculteurs l'ont accepté. Donc maintenant, il faut leur trouver des solutions. Il ne faut pas juste parler et les laisser dans des impasses, puisque le temps que les impasses vont arriver, qui c'est qui va se prendre des problèmes économiques et des difficultés à la production et à la rentabilité des entreprises? C'est les agriculteurs tout seuls, personne d'autre autour. Ceux qu'on dit, faudra faucon, ils achètent peut-être même du soja qui vient de certains pays où on balance justement du glyphosate, parce que là on peut parler de balancer 15 à 20 litres hectares sur des cultures en place, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des OGM notamment. Voilà les amis, donc écoutez, c'était un petit peu un recadrage parce que j'ai vu ça depuis 2 jours là, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les journaux, donc j'ai bien du mal à comprendre cette focalisation sur le grand capital, Monsanto, etc., le glyphosate. Ça commence à bien faire, il faut recadrer les choses. Et aujourd'hui, enlever le glyphosate, honnêtement, ce serait une catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont en agriculture de conservation, il n'y a pas de solution aujourd'hui de remplacement. Il n'y a que des rustines à droite à gauche. Mais notre problème numéro 1 étant les graminées qu'on peut apercevoir, quelques petites bandes de graminées, qui avec les années finissent par devenir le problème numéro 1 dans nos cultures. Donc le glyphosate permet de répondre à cette problématique à des coûts corrects et avec des impacts environnementaux qui ne sont pas démontrés, en tout cas sur le terrain, pour ceux qui y sont. Voilà les amis, passez une bonne journée.